Bonjour les mamans. J'espère que vous allez bien. Je démarre le direct tout doucement, tout tranquillement. J'attends que vous arriviez pour vous connecter. Donc là on est parti pour une heure de direct de 17h30 jusqu'à 18h30 pour poser toutes vos questions autour de la grossesse, l'accouchement, le postpartum aussi, donc tout ce qui est après la naissance de bébé, que ce soit en maternité, euh, ou même le retour à la maison, les premiers mois, etc. N'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant cette heure de direct. Je voulais, le temps que tout le monde arrive et que se connecte, ah, coucou Emma. Une heure, waouh. Et oui, toutes les 2 semaines, une heure de direct pour répondre à vos questions. C'est cool ça. Donc oui, je voulais en profiter pour vous parler un petit peu du métier de sage-femme, juste 2 secondes pour intro, le temps que tout le monde se connecte. Parce que j'ai eu plusieurs questions effectivement où je demande aux mamans d'aller consulter une sage-femme parce que moi je peux pas faire de diagnostic ni de traitement hein, évidemment à distance et puis parce que simplement c'est pas déontologique de le faire et que c'est pas correct de le faire. Donc du coup, il ne faut pas hésiter à aller consulter une sage-femme. Sachez que vous pouvez consulter votre sage-femme autant de fois que nécessaire pendant la grossesse ou même après l'accouchement. Si vous avez des inquiétudes, des angoisses, des questions, etc., n'hésitez pas à la solliciter. Une sage-femme, elle vous suit du début de la grossesse, à partir du test pipi positif, jusqu'à peu près au 1 an de l'enfant. Et en fait, au-delà de la maternité, elle vous suit aussi tout le long de votre vie de femme, au niveau gynécologique. Donc votre suivi gynéco, le frottis, stérilet, etc. Enfin, voilà, toute la contraception, voilà, toutes vos questions gynécologiques, voilà, les consultations en fait de prévention hein, en fait au niveau gynéco, vous pouvez les faire chez votre sage-femme, donc n'hésitez pas à la consulter. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire pour que je puisse commencer à y répondre. J'espère que vous allez bien. Il fait super chaud. Il fait super chaud, hein, franchement. Dur cette chaleur des fois presque. Hein. Je vois que vous arrivez petit à petit. Je vous laisse arriver tranquillou. Hein. J'ai pas ma bouteille habituelle. Je bois de l'eau du coup. 1 heure de direct, il faut avoir une petite boisson à côté. Hein. Comment ça va? Racontez-moi. Je vois pas tout de suite. J'ai vu une publication là, mais un commentaire, mais j'ai remarqué que en regardant après coup les vidéos, il y a certains commentaires que je voyais pas sur le moment. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Mais bon, allez-y, n'hésitez pas à poser vos petites questions. Et puis dites-moi comment vous allez aussi. Comment ça se passe pour vous? Moi, je crève de chaud là. Pourtant, c'est fin de journée. Hein. Grosse chaleur. Je sais pas où vous habitez, mais en tous les cas, dans le sud, il fait bien chaud là. Mais je crois que c'était pareil dans toute la France, il me semble. Voilou. Et moi Oh, du coup, voilà, j'en reçois plein d'un coup des commentaires. Je sais pas pourquoi ça vient d'un coup. Moi, je vais bien et toi? Bah ouais, super bien. On se voit peut-être cet été, ça serait cool. Alison, bonjour, coucou. Merci pour le direct. Dis-moi, est-ce que je peux aller voir ma sage-femme libérale en plus du gynéco car mon suivi tous les mois se fait avec le gynéco. Donc pour être remboursée, je peux aller la voir combien de fois? Tu peux aller voir ta sage-femme autant de fois que tu veux. C'est remboursé effectivement par la Sécu à 100%. Il y a très peu de sages-femmes libérales qui font des dépassements d'honoraires. Donc tu es remboursé à 100%. Et tu peux la voir tant que tu veux. Voilà. Même si, alors ça dépend pourquoi tu vas voir aussi ta sage-femme, le suivi gynéco, le suivi que tu as avec ton gynéco pour la grossesse, c'est vrai que tu peux le faire aussi avec une sage-femme. Tu n'es pas obligé d'aller voir un gynéco pour ton suivi de grossesse, mais s'il a déjà commencé, autant que ce soit la même personne, c'est important qu'il y ait une personne référente qui suit un peu le dossier. Par contre, si tu as envie de changer parce que ça ne te va pas, la relation ne te va pas, évidemment, tu peux aller voir une sage-femme. Il transférera le dossier sans problème si tu veux changer. Coucou Romance, comment tu vas? J'ai eu des nouvelles de toi là récemment. J'espère que ça va et que tu es bien rentrée chez toi. Voilà, parce que vous me laissez pas mal de petits messages en privé, donc du coup des fois je vous suis un petit peu dans vos parcours
C'est assez chouette. C'est assez sympa. D'ailleurs, j'ai reçu un faire-part aujourd'hui, donc merci, 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 ça me touche beaucoup. C'est trop agréable de voir en plus vos photos avec vos petits loulous. C'est trop génial. C'est très touchant de les recevoir. Je dois avouer. J'adore. Bon alors, comment vous allez? Racontez-moi, racontez-moi, je veux tout savoir. Dites-moi comment vous allez. Comment ça se passe pour vous? Les petites questions que vous avez autour de la grossesse, de l'accouchement, du postpartum. Aussi bien, je fais trop de vidéos. En fait, tous les 15 jours, vous avez plus de questions au bout d'un moment. J'épuise toutes vos questions, je réponds à toutes vos questions et vous en avez plus. C'est peut-être ça, hein? Je regarde un petit peu dans les commentaires, mais j'en ai pas loupé. Bon alors, comment vous allez? Comment vous allez? Je veux savoir. Je veux tout savoir. J'espère que ça s'est bien passé, la fête des pères aussi de votre côté. Romance, ça va, merci. Repos, faut que bébé attende 15 jours pour montrer sa frimousse. Et oui, 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 carrément. Bon, normalement, c'est bien d'attendre au moins 37 semaines, mais c'est vrai que déjà, à partir de 34, c'est un peu moins stressant quand même. Emma, pas de question, j'ai déjà tout donné 3 fois. 3 beaux bébés qui sont déjà grands. Et ben oui. Et t'as passé une bonne fête des pères, du coup? Enfin, ton homme a passé une bonne fête des pères? Ça s'est bien passé votre journée? Ah, c'est tout le temps la fête des pères, la fête des mères, mais c'est vrai que c'est sympa de faire un petit clin d'œil pendant ces journées-là, je trouve. Il doit pas faire trop chaud là dans le nord, si? Je suis en train de narguer là les nordistes. Bisous à ceux qui sont du nord. J'aimerais bien aller dans le nord d'ailleurs. Je me suis déplacée, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai organisé 3 événements, 3 dates et 3 lieux différents pour cet été. Et il y en a un qui est passé déjà, qui était dans le Var. Je suis revenue aujourd'hui en fait. Et je suis contente parce que du coup ça permet de créer des moments où on peut se rencontrer pour de vrai. Je pense j'ai profité de mon père à moi et si il faisait 40 degrés d'abord. Ah ouais! Ah ouais, chaud quand même, 40. Ouf. D'accord. Après, c'était étouffant un petit peu 40, hein. Enfin, moi, j'ai du mal avec la chaleur, mais... Et c'est cool que tu as profité de ton papa. 37 degrés dans le nord, comme tu dis. Non, il fait chaud partout en France, je crois. Là, il fait chaud, hein. Il fait carrément trop chaud. Oui, donc du coup, je disais au tout début, n'hésitez pas à aller voir une sage-femme n'importe quand si vous avez besoin en consultation, vraiment, vraiment. Et tout au long de votre vie de femme, hein, que ce soit gynéco, grossesse, désir d'enfant, de la pré-puberté jusqu'à la ménopause en fait, tout simplement. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent ça, hein, que les sages-femmes font les suivis gynéco, les consultations gynéco. Et pourtant si, pour renouveler les ordonnances de contraception, enlever votre stérilet, des choses comme ça, faire les frottis. Et ouais, et ouais, et oui. Alors, Alison, dis-moi, ma soeur est à 38 semaines d'aménorrhée et a du mal avec la chaleur. Des astuces pour lancer le travail? Alors, bon, il est vrai qu'avec la chaleur, c'est difficile. Donc, je vais quand même donner des astuces pour supporter la chaleur pendant le travail. Mais il faut bien dire qu'à 38 semaines, c'est pas le terme. On n'est pas à terme à 38 semaines, c'est vraiment 41 semaines. Le bébé, il a besoin de ces dernières semaines. Il fait des réserves en fait le dernier mois pour se préparer pour la sortie. Donc, c'est important pour lui, ce dernier mois. Et c'est quand il sera prêt vraiment pour la naissance. Le corps n'est pas prêt non plus avant. Tout se prépare et voilà. S'il n'y a pas de contraction, si le travail ne se met pas en place, c'est parce que c'est pas prêt. Donc il vaut mieux éviter. Mais par contre, effectivement, protégez-vous, sortez pas aux horaires où il fait le plus chaud, là entre midi et 16h, c'est trop la cagne, il faut éviter. Restez bien au frais. Essayez de bien boire, de bien vous hydrater, mais pas que de l'eau, parce que en fait, vous ne retenez pas l'eau si vous n'avez pas suffisamment de minéraux dans le corps. Donc il faut boire aussi par exemple des jus de légumes, des choses comme ça, c'est très bon. Et ça vous permettra aussi de bien garder, de bien vous hydrater, réellement, une bonne hydratation. Bonjour, j'étais au dernier live et je suis toujours enceinte.
Mais je suis déclenchée demain pour une macrosomie de ma fille. D'accord. Tu es à combien de semaines du coup, toi alors c'est Chloé qui me demande. À combien de semaines tu es? Pourquoi ils te déclenchent macrosomie? Ils ont fait du coup une écho, une radio du bassin? Les vraies macrosomies, c'est quand même pas souvent que ça arrive, hein. Et le déclenchement, ce que tu peux faire quand même... Est-ce que tu as des petites contractions déjà? Dis-moi si tu as des petites contractions, s'il y a des choses qui se préparent ou pas. Est-ce qu'on t'a dit si le col avait bougé ou pas? T'en es où? Parce que les conseils vont pas être les mêmes suivant si ton corps commence déjà à travailler ou pas. Romance, les contractions peuvent aller jusque combien? Là, elles sont à 60 et je peux pas te dire que ce soit douloureux vraiment. Alors les 60, ce chiffre que tu donnes, en fait, c'est effectivement au niveau du monitoring. Quand on fait un monitoring, on mesure l'intensité de la contraction. Donc la contraction, ça fait comme une vague. Et quand on arrive au sommet, il y a un chiffre qui correspond à l'intensité. Mais c'est très subjectif parce que ça dépend où on place le capteur. Et ça dépend si ta paroi, ton abdomen est épais ou pas. Voilà. Parce que forcément, si tu es très 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 fine et que la peau est collée à l'utérus, on va beaucoup mieux capter l'intensité de la contraction. Par contre, si on a une bonne paroi, bah, du coup, voilà, donc c'est très subjectif ce rythme. Là où c'est important, quand on n'est pas en dessous de 37 semaines d'aménorrhée, c'est de vérifier que la contraction dure moins d'une minute et qu'elle ne soit pas régulière. Donc ça peut être toutes les 5 minutes par exemple, la régularité, et que ça ne dure pas dans le temps. Donc plus d'une heure régulière avec des contractions de plus d'une minute, c'est qu'elles sont efficaces. Aurélie, coucou les filles, voyez-vous mes messages, j'ai du mal à capter le direct. Ah bah moi je les ai pas vus du coup, tu vois, je me doutais qu'il y avait... Des fois ça passe mal, je sais pas pourquoi. Chloé, moi elle fait des réserves, pas de soucis, 2 kilos en 10 jours. C'est pas possible. Je suis à 39 semaines. Ok, ok. Bon, t'es vraiment sur la fin. Est-ce que t'as des contractions ou pas du coup? Comme c'est toi qui dois être déclenché, tu m'as dit. J'ai mis ma fille au monde 4 kilos la première. Et oui, des contractions et à l'appui. Et est-ce que ton col est modifié? Je crois que tu me réponds plus tard. Col court et un doigt, presque deux. Ça, c'était vendredi. On a laissé le week-end pour voir si ça vient tout seul. Oui, ça serait bien, c'est sûr. Donc pour essayer d'aider un petit peu ce travail à se mettre en route, c'est bien de... Si, 2 kilos en 2 jours. Youhou. 2 kilos en 10 jours. Donc pour essayer de démarrer un petit peu le travail, déjà il faut essayer d'activer un petit peu son corps, voilà, pour faire un peu de marche, pour essayer de lancer un peu les contractions, ou de danser, hein, simplement de danser, alors pas des danses, pas sur du métal quoi, mais pour bouger le bassin. Et c'est vrai que les danses orientales à la base c'était fait un peu pour ça aussi, parce que le fait de bouger le bassin comme ça aide à la naissance, ce qui est vrai. Donc du coup voilà, vous pouvez aussi faire des petits câlins avec votre amoureux parce que ça permet aussi au col de se préparer et de s'ouvrir. Après, il y a des tisanes, de l'homéopathie, des choses comme ça, mais alors là, et du coup, il faut que vous demandiez les remèdes. Vous pouvez aller à la pharmacie ou voir votre sage-femme libérale qui va vous prescrire pile poil le remède qu'il faut en fonction du col, parce que le col, il peut être un peu dilaté, etc. Mais c'est pas ça qui va faire, qui va indiquer que vraiment le travail peut se mettre en route. C'est plutôt s'il est bien mou, s'il est raccourci. Enfin, il y a plein de paramètres autres que la dilatation. Et donc, il faut trouver le bon remède pour le bon moment. Et après, tu as l'acupuncture. Tu peux faire de l'acupuncture aussi, mais si on t'a laissé jusqu'à vendredi, on te laisse? Ah non, ça c'était vendredi, on te laisse jusqu'à demain. Si j'ai bien compris. Oui, les contractions sont arrivées quand on a lavé les voitures intérieures-extérieures. Et non, câlin de ce temps pas possible, je fais du ballon et je marche. T'as lavé les voitures et t'as eu des contractions. Bah ouais, dès qu'on commence à faire un peu d'activité, l'utérus travaille et réagit, parce qu'en fait, le fait aussi de stimuler un peu tes abdos, les muscles, forcément ça masse l'utérus et ça aide. On dit que l'on peut accoucher à partir de 37 semaines, c'est-à-dire... Alors en fait, effectivement, à partir de 37 semaines d'aménorrhée,
on passe le délai de prématurité. Donc en deçà de 37 semaines, on dit qu'il y a de la prématurité. À partir de 37, c'est bon. Donc de 37 semaines à 41 plus 4 jours, on peut accoucher donc n'importe quand, sans problème. Après, bébé prend ce qu'il a besoin. Donc il y a des fois des erreurs de terme, parce que parfois, en fait, on calcule avec les échographies, mais il suffit que le cycle soit pas de 28 jours, votre cycle avant grossesse, et qu'il est plus long ou plus court, et donc du coup, bah, forcément, la date de terme n'est pas juste. Julie, je suis à 37 plus 5. Et bah super, nickel chrome, bravo. T'as passé le cap, tu peux danser maintenant. Chloé, oui, c'est ça, demain le déclenchement. Oui, à quatre pattes pour aspirer. Ah non, j'ai loupé pour aspirer le gâteau de mon aîné sur la moquette de ma voiture. On est toutes pareilles, on a toutes des miettes de gâteau dans la voiture. Bah oui, il faut bouger, etc. Tu peux dire au bébé aussi, hein, vas-y, descends, c'est bon, ready. En autonomie, c'est pas mal aussi, en fait, parce qu'on appelle le bébé vers le bas. Donc de bien mettre les mains très très en bas. Et moi, ce que je faisais, c'est que je proposais même de mettre une main au niveau du sacrum ou du périnée, vraiment bien bas. Tu plaques ta main et tu appelles le bébé. Vraiment, tu l'appelles, tu lui proposes de venir dans la main. Et tu verras, c'est incroyable. Et comme ils suivent, c'est fou. Après, il y a des choses qui sont un petit peu plus costauds, comme l'huile de ricin, des choses comme ça. Mais alors moi, je recommande pas du tout l'huile de ricin parce que je trouve que c'est trop violent. Et que du coup, pour la peine, on peut sortir de la physiologie avec ce genre de choses. C'est ma position, hein. Après, je sais qu'il y en a qui disent, bah, c'est très fort, très costaud. Romance. Comment expliquer que le médecin traitant dise suite à un toucher vaginal, col ouvert à 1-2 doigts, court mou, et la sage-femme de la mater après disent que le col est mi-long, mou et fermé. C'est incompréhensible. Après, tac. Après, la sage-femme m'a fait super mal et du coup, a pas été jusqu'au bout, elle m'a dit. Alors, il faut savoir que les médecins généralistes ont beaucoup moins l'occasion d'examiner des femmes enceintes. Et donc du coup, bah, forcément, quand on a moins l'habitude et moins l'expérience d'examiner les cols, on peut facilement se tromper. Donc la sage-femme, elle en examine tous les jours. Donc si tu veux, voilà, elle est certainement plus proche de réellement ton col, comment il est et comment il évolue. Donc voilà, c'est normal. Un médecin généraliste, en général, ils ont quand même pas souvent l'occasion de voir des femmes enceintes et de les examiner surtout. Donc t'inquiète pas, la sage-femme, si elle te dit que ton col est fermé, c'est qu'il est fermé. Après, ça peut bouger si tu as des contractions, donc il faut faire attention si tu es en dessous de 37 semaines. Je capte pas le direct, du coup, j'entends pas les réponses. Oh, je suis trop désolée, Aurélie. Tu captes pas. Chloé qui me dit, par contre, elle bouge beaucoup encore, elle me déforme bien le ventre. Bon, alors c'est qu'elle va bien. Ça, c'est cool. Profites-en parce qu'après tu verras, ça manque. On a beau dire sur la fin, on a trop hâte d'accoucher, on va accoucher, on va accoucher. On est trop pressé. Et c'est normal, on a envie de rencontrer ce bébé, c'est sûr. Et puis après, on se dit, tiens, mais comment c'était déjà les petits mouvements dans le ventre? Ou les gros mouvements. Samaël qui me dit, recoucou, j'ai basculé avec le portable de mon mari. Ah, voilà, donc c'est Gaspard alors. Et bah écoute, j'espère que tu vas mieux capter. Parce que c'est vrai que du coup, quand on capte pas bien les directs, c'est pénible. C'est pénible. Mais oui, du coup, c'est vrai que le médecin généraliste, il peut vite vous prendre si jamais il y a une urgence. Mais ils ont quand même moins l'habitude. Donc c'est clair. Mais n'hésitez pas à aller voir une sage-femme libérale, vraiment, vraiment, vraiment. C'est... Moi, je recevais plein d'urgences en semaine. Faut pas avoir peur de nous déranger du tout. De toute façon, si vraiment on pouvait pas, on vous le dirait. Mais en général, on vous prend rapidement. Oui, c'est bon, me dit... bah du coup, je vais pas t'appeler Gaspard. Romance. Des mamans m'ont parlé d'une écho pour savoir si le bassin est assez large pour un accouchement par voie basse. Est-ce utile? Personne ne m'en a parlé à la mater. C'est très rarement utile en réalité, et c'est quand on sent que le bébé est très gros.
c'est plus, ou que le bassin, il y a eu un souci, ou que la maman est très très petite, une petite, voilà, il y a des indices qui nous font dire que cet examen serait intéressant, de faire une radiopelvimétrie et de confronter du coup les dimensions du bébé au bassin. Mais on ne le fait pas quand il n'y a pas de signe d'appel, hein, surtout pas, hein, c'est quand même une radio. Hein. C'est pas top top de le faire, donc il vaut mieux éviter et le faire que quand c'est nécessaire. Chloé, oui, ça va me manquer, mais je vais faire du portage, ça compensera sans doute. Tu m'étonnes, c'est génial le portage. Quoique, il y a des bébés. Il y a des bébés, ils sont pas fans des écharpes. Il y en a, mais bon, de toute façon, ils seront forcément dans les bras. Moi, je sais que le mien, ça dépendait des jours. Il y a des fois, il aimait bien et d'autres fois, pas trop. Mort de rire, faut le prénom. Bah oui, du coup, j'allais dire à Gaspard, du coup, forcément. Mais non, du coup, ça va m'induire en erreur pour les prénoms. Excusez-moi de redemander, on peut accoucher dès la 37e semaine. Oui, à partir de 37 semaines d'aménorrhée, tu peux accoucher n'importe quand, ton bébé est prêt. Après, il faut toujours faire attention au niveau des erreurs de datation, de terme. Parce que pour la simple et bonne raison, quand on fait l'échographie, on a une marge d'erreur qui est quand même assez importante. Donc voilà, des fois on pense être à 37, puis en fait c'est pas le cas, on est avant. Donc il faut faire attention. Et pareil, des fois on nous dit 41 semaines telle date, alors qu'en fait c'est pas vrai, on est à 41 semaines que bien plus tard. Et donc voilà, il y a une marge d'erreur quand même. Mais normalement, 37 semaines d'aménorrhée, c'est ok. On peut accoucher à n'importe quel moment. D'ailleurs, il faut finir la valise de la maternité pour la maternité ou la valise... même si on accouche à domicile, hein, de toute façon, il faut une valise pour la maternité au cas où s'il y a un transfert. Romance, col mou, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Bébé appuie beaucoup sur le col et c'est un bébé vif, a dit la sage-femme. Donc c'est bien qu'un bébé bouge bien, c'est un bon signe. Un col mou, en fait... Imaginez, j'ai fait une vidéo sur la dilatation du col, faut pas hésiter à aller la voir, parce que j'explique tout ça. Imaginez que là c'est l'utérus, d'accord? Le bébé est dedans, donc oui, c'est pas aux bonnes dimensions, on est d'accord, hein, c'est tout petit là, mais le bébé est là c'est le corps de l'utérus, et ça c'est le col de l'utérus. Et ici, tac, donc là il y a le vagin. Donc quand on vous examine, imaginez que ça c'est plus gros, on est d'accord, hein? Quand on vous examine, on sent le col, et le col, normalement, il est long, donc il fait 3 cm, il est dur, et il est vers l'arrière. Donc quand on vous examine, en fait, tac, il est comme ça. Voilà. Et plus vous allez avancer dans le travail, et plus il va venir vers l'avant. Se raccourcir, ramollir, tac, tout mou, se raccourcir, et ensuite se dilater. Voilà. Donc si le col est mou, ça veut dire qu'il y a eu des contractions qui ont fait que ton col a bougé, puisque normalement il est dur. Mais en même temps, c'est normal aussi quand on avance dans la grossesse qu'il travaille ce col. Le but, c'est que faut pas que le travail se lance avant 37 semaines. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de vérifier que tu n'aies pas des contractions qui durent 1 minute, régulières, plus d'1 heure, etc. Après, il y a certaines femmes qui ont des utérus très contractiles et qui vont avoir un utérus donc qui vont contracter. Je dis contractouiller même plus parce que du coup, c'est pas des contractions efficaces. Mais toute la grossesse, elles vont avoir ça. J'ai déjà vu aussi des mamans qui vont être dilatées à 3 cm de dilatation et qui vont rester 1 mois avec leurs 3 cm de dilatation de col. Donc, faut vraiment, c'est les contractions qui vont faire qu'il va y avoir naissance ou pas. C'est ça qui est important de vérifier, ces fameuses contractions. Donc, c'est normal d'avoir des épisodes de contraction pendant la grossesse, hein, vraiment. Et des épisodes aussi plus longs et plus forts le dernier mois de grossesse, mais ça c'est logique, c'est simplement que ça se prépare, ça se met bien en route. Voilou. Mais faut pas hésiter à regarder, j'ai vraiment fait une vidéo sur la dilatation du col qui vous explique bien. Je regarde les commentaires en même temps si j'en ai pas loupé. Pour la péridurale, on me dit de pas me fermer à me dire non. Je n'en veux pas du coup. Quels sont les effets indésirables après et bien après? J'ai fait tout un livre là-dessus. Alors je peux te dire... te répondre très rapidement, ça va être compliqué. En gros... Alors,
j'ai envie de te dire, premièrement, ce qui est important, tu as envie, tu as un projet de naissance, c'est bien. Après, vraiment la clé, ça va être d'être capable de s'adapter et d'accepter ce qui se passe. Parce que le scénario n'est pas toujours exactement comme on l'imagine. Et bébé a aussi envie de naître d'une certaine façon, entre guillemets. Donc, il ne faut pas rester sur ton idée fixe, parce que sinon tu crées des crispations et tu te fermes à d'autres choses. Donc, reste ouverte quand même à toutes les possibilités, à tout ce qui peut arriver. Et péridurale, pas péridurale, après, on verra. On verra au fur et à mesure. C'est bien quand on ne veut pas être péridurale d'essayer de s'encourager, d'être encouragé dans son projet, parce que c'est pas toujours évident. Il y a des petits moments où on flanche un petit peu, on a besoin d'être motivé, un petit peu coaché entre guillemets. Mais sinon après il faut accepter ce qui se passe pour bien vivre les choses. Donc si tu vois que ça bloque, ou que tu souffres, ou que t'en peux plus, ou que t'as pas envie, ou que finalement t'es pas bien dans ce projet, il faut être capable de basculer, de changer de projet. Voilà, moi je pense que c'est vraiment important. C'est comme ça qu'on vit au mieux les choses. Donc oui, il faut pas se fermer, il faut pas se fermer à la péridurale et en même temps garder ton projet en tête. Après les effets indésirables, en fait il y a beaucoup de choses à dire. Donc je te dis, j'ai vraiment écrit beaucoup de pages par rapport à ça sur le livre qui s'appelle Accoucher sans péridurale. Il y a plein de choses à dire. Je vais essayer d'être courte. Quand on te pose une péridurale, tu vas avoir toutes les conséquences de la médicalisation de ton accouchement. Donc une fois qu'on a posé la péridurale, on médicalise. Et donc du coup, on est obligé la plupart du temps de faire plein d'autres actes médicaux pour compenser tout ce que la péridurale va endormir. Voilà, quand j'arrive pas à trouver mon mot. Va squeezer, c'est pas squeezer, bref. Par exemple, quand on te met une péridurale, on anesthésie ton corps, donc à peu près du haut du ventre jusqu'aux orteils. Ça veut dire que ton utérus, qui est censé se contracter pour faire sortir ton bébé, lui aussi, il va recevoir le produit anesthésiant. Donc tu vas avoir moins de contractions, moins efficace, parfois même ça peut bloquer le travail. Donc on doit te mettre une perfusion avec des hormones de synthèse pour relancer le travail, etc. Le bébé lui aussi reçoit une dose et donc du coup il peut avoir un rythme cardiaque qui diminue un petit peu juste après la pose de la péridurale, un bébé un petit peu plus sonné ou un peu pas forcément sonné, mais en tous les cas dans un état beaucoup moins vigoureux à la naissance, avec par exemple un allaitement qui peut être un peu moins efficace au début, un peu plus difficile. Il y a tellement de choses à dire sur ce péridurale, vraiment j'ai écrit beaucoup de pages là-dessus sur mon bouquin. Donc du coup c'est compliqué de te répondre comme ça, mais clairement si tu veux l'éviter et que c'est ton projet, c'est très bien. Après ne te focalise pas non plus sur cet acte là. Il faut savoir utiliser les choses à bon escient au bon moment. Si pour toi c'est voilà, tu veux changer et que tu veux une péridurale, ne te culpabilise pas d'en prendre une, tu la prends parce que à un moment donné tu en as besoin pour bien vivre les choses et c'est ok. Et après, tu te fais aider par la sage-femme, tu lui demandes des conseils pour éviter tous ces fameux effets secondaires par rapport à la péri. J'espère que j'ai bien répondu à ta question, tu me diras. Mycose pendant la grossesse, comment la soigner? Alors, c'est très courant évidemment les mycoses pendant la grossesse. Ça arrive très très souvent. Donc ça dépend en fait. Ça dépend si tu as des mycoses à répétition ou pas. Et si c'est un traitement de fond à faire, en fait la mycose, simplement il faut traiter déjà les deux partenaires, parce qu'en fait les hommes souvent quand la femme a des mycoses, lui aussi, sauf que lui il n'a pas de démangeaison. Incroyable, nous on n'en peut plus quand on a des mycoses. On est là à se dandiner, à vouloir s'arracher toute la peau, toutes les muqueuses tellement ça démange. Et eux, ils ont rien, c'est asymptomatique, pour autant ils en ont. Et donc si on traite que l'un, du coup le partenaire à nouveau refile les mycoses alors qu'on s'est traité, ce qui est dommage. Donc il faut traiter les deux en local, donc c'est une pommade locale que tu mets. Et ensuite tu peux mettre aussi des ovules à l'intérieur du vagin pour vraiment bien tapisser du produit, etc. et bien te soigner.
Ce qui est important aussi de savoir, c'est que les mycoses adorent aussi, si tu as une alimentation qui est pas très équilibrée, trop sucrée, etc. Donc il faut faire attention aussi à ce que tu manges pour pas alimenter un petit peu tout ça. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Après, il faut rééquilibrer la flore vaginale. Et donc, il y a des ovules de calendula, par exemple homéopathiques, une fois que tu es traité pour refaire correctement ta flore et que ça se passe bien. Mais il faut traiter, c'est sûr, et les deux. Et pour te soulager dans l'immédiat, le yaourt, ça marche très bien. Yaourt nature, ça fait un bien fou. Voilà, c'est juste... voilà. Quand c'est horrible, ça fait du bien de se soulager quand même. Ça me fait flipper, j'avoue. Donc la péridurale, j'imagine, hein, c'est la suite pour la péri. En fait, il faut pas. Il faut pas flipper. Il faut pas parce que il faut faire confiance. Il faut se faire confiance. Il faut faire confiance. Et, et, et plus tu seras capable d'être un peu ce caméléon, c'est-à-dire de t'adapter vraiment à la situation, et plus justement, probablement, tu n'en auras pas de péridurale. Les femmes qui viennent en maternité, en général, on les repère, nous les sages-femmes, on sait qu'en général, les femmes qui vont perdre pied à cause de l'angoisse, en fait, et qui vont demander une péri, même si à la base, elles n'en voulaient pas, on les voit arriver parce qu'elles sont trop angoissées, trop crispées, trop stressées, et ça favorise pas, en fait, le processus physiologique de la naissance. Au contraire, vous allez sécréter de l'adrénaline, vous allez tout bloquer. Et le corps qui a prévu justement de vous soulager avec les endorphines, c'est fabuleux, c'est bien fait, mais du coup c'est contrecarré. Donc vous ne pouvez pas sécréter et l'adrénaline du stress et les endorphines pour vous soulager, ce qui est bête. Et donc du coup, vous allez plus vite craquer pour une péri, clairement. Alors j'ai peut-être loupé des petites questions. Merci beaucoup, bon à savoir. Oui, merci. Et merci pour ta réponse pour l'histoire de la grosse tête de mon bébé qu'on devait envisager une césarienne. Merci. Ouais, c'est clair. La plupart du temps, ils ont peur, ils font peur aussi du coup par rapport au bébé. Dès qu'on sort en fait, on calcule en percentile, c'est trop compliqué, je ne vais pas rentrer là-dedans. On aime bien que ça reste autour du 50e percentile au niveau des mesures de l'échographie. Quand on commence à arriver vers le 90e percentile, du coup, ils sont tous là. Mais en fait, tous les bébés ont des dimensions différentes. Bordel. Et toutes les femmes ont un bassin différent, même si les mesures restent à peu près les mêmes. Mais quand même, on a tout un bassin qui est particulier à nous, hein, comme la forme du crâne, comme toutes ces choses-là. Donc à un moment donné, c'est normal, le corps va s'adapter pour laisser passer ce bébé-là. C'est très rare qu'un bébé soit trop gros pour un bassin. Je le redis, je le redirai un milliard de fois. C'est vraiment rarissime. On fait des bébés qui passent dans nos bassins. C'est très rare quand il y a un souci. Il faut vraiment qu'il y ait, par exemple, qu'on ait eu un accident au niveau du bassin qui fait que là, du coup, le bassin, il est plus optimum parce qu'il a été fracturé, parce qu'il a été, etc. Ou un bébé, quand on a eu du diabète gestationnel et qu'on a pris je ne sais combien de kilos et que là, le bébé, il pète les courbes parce que diabète gestationnel, ça fait vraiment augmenter le poids du bébé. Donc là, on est d'accord. Mais voilà, hein, on fait des bébés qui passent dans nos bassins. Voilà. Et en plus, de toute façon, et je le redis, il y a les fontanelles pour que la tête s'adapte bien dans le bassin. C'est du cartilage, pas de l'os. Donc la tête se modèle. Souvent, on s'imagine, on regarde le vagin, puis on se dit, c'est une blague, il y a un bébé qui va passer par là. Vous voulez rire? Et ça fait flipper parce qu'on se dit, la tête d'un bébé, là, c'est pas possible. Mais en fait, c'est tellement bien fait, c'est hallucinant, quoi. Le périnée s'imbibe d'hormones, le bébé qui va se modeler pour passer, c'est magique. Donc, don't worry. Coucou ma belle, hâte d'avoir ton livre. Ouais, moi j'ai hâte de vous le présenter aussi. Ouais, j'ai trop hâte aussi. J'étais vraiment heureuse de l'avoir fait, ce bouquin, et j'ai trop hâte de vous le présenter. C'est un beau bébé aussi pour moi.
Alors nous c'est bébé 1 et je comprends pas comment calculer les contractions et comment savoir qu'il faut partir. Pourtant j'ai vu ta vidéo. Ok. Une contraction efficace dure 1 minute. En général elles sont espacées de 2-3 minutes. Et pour dire que vraiment le travail s'est mis en route, il faut attendre au moins 2 heures de contraction. Toutes les 2-3 minutes qui durent 1 minute. En général, pour vous donner un petit exemple, une petite anecdote, quand j'étais donc en maternité et qu'on recevait des appels, les mamans elles appelaient souvent avant pour savoir si elles devaient venir. Si c'est le papa qui appelle et qui dit ma femme a des contractions mais elle ne peut pas vous parler parce qu'elle contracte, en général je dis venez. C'est que vraiment le travail est lancé. Par contre, si c'est la maman qui m'a au bout du fil et qui me parle et qui me dit ah tiens là j'en ai une de contraction, je me dis que en fait une contraction efficace en général elle capte notre attention. On est un peu concentré sur la contraction. Hein. On respire, en général on se... Voilà, on peut pas téléphoner en même temps en général. Parce que vraiment ça, voilà, hein, on vit la contraction. Donc c'est compliqué de tchatcher en même temps. Après, ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui vont les vivre très facilement. Et effectivement, c'est moins évident. Donc, mais ça reste, la majorité des femmes, c'est ça. Il faut au moins 2 heures de contraction, avec une contraction qui dure au moins 1 minute. Je ne vous conseille pas par contre de les compter. Vous allez vite savoir qu'il y a le rythme qui s'installe quand vous allez repérer que c'est régulier et que ça dure. Donc essayez de ne pas chronométrer parce que sinon vous risquez de bloquer un peu les choses et qu'au contraire vous risquez de prolonger le temps des contractions. Oula, je vois qu'il y a plein de commentaires qui défilent, je vais essayer de regarder. Donc pour ne pas prolonger ce temps de contraction et pour bien lancer le travail tranquillement, évitez de trop intellectualiser ce qui se passe. Et vous allez ressentir, voilà, quand les contractions sont bien régulières, qu'elles durent. Voilà, regardez juste si c'est plus de 2 heures, moins de 2 heures. Et si vous avez des doutes, vous appelez votre sage-femme et elle vous donne des conseils, hein, clairement. J'ai loupé des questions. Audrey qui dit sensation un peu étrange lorsque je caresse mon ventre. Mon bébé, au niveau de ma cicatrice de césarienne, est-ce normal? C'est un peu endolori. Alors attends, j'ai pas bien compris ta question. Pourquoi tu dis lorsque je caresse mon ventre, mon bébé, au niveau de la cicatrice de césarienne? Alors, redis-moi, remémore-moi, c'est ton premier bébé ou t'as une césarienne juste avant? C'est ta deuxième grossesse? Et donc, du coup, t'as la cicatrice alors que t'es enceinte? C'est ça? J'ai peur de mal comprendre là, je veux pas te dire de bêtises. Si tu peux me préciser, Audrey, excuse-moi. Comment savoir une contraction? Un mal de bidou, c'est mon premier bébé. Les contractions au niveau des sensations d'une femme à une autre, ça peut être très différent. Mais la plupart du temps, les femmes disent qu'elles ont mal en bas du ventre et en bas du dos. Ou en bas du dos d'ailleurs. Hein. Des fois, elles disent j'ai eu mal dans les reins. Donc vraiment en bas du dos en fait. Une contraction, la contraction en elle-même, en fait, normalement, l'utérus quand il se contracte, ça commence en haut du ventre. Enfin, vous ne voyez pas, mais voilà, en haut du ventre. C'est une espèce de décharge un peu d'onde électrique. Donc ça commence en haut et ça vient faire contracter tout le ventre. Mais la plupart du temps, on ressent en bas du ventre parce que c'est le col qui travaille et qui s'ouvre. Et donc du coup, ça, en bas du ventre, on le sent bien. Mais ça peut être aussi en bas du dos. C'est pour ça que la plupart des mamans aussi, pendant les contractions, se penchent en avant pour libérer le bas du dos. Pour que le poids du bébé aille vers l'avant et n'écrase plus le bas du dos. Mais une contraction, voilà, qui est en général assez efficace, tu ressens, voilà. Après, ça dépend des femmes. Il y en a qui sentent comme un corset tout autour du ventre qu'on serre. Il y en a qui vont dire que c'est comme une gastro ou des règles douloureuses. Les sensations peuvent varier quand même. Hein. Alors oui, tu me réponds Audrey, bébé 4, césarienne, il y a 7 ans. Ok, je comprends mieux. Donc oui, effectivement, quand on a fait une césarienne, quand on a eu une césarienne, la plupart du temps, comme c'est une intervention, on coupe les nerfs. Certains nerfs se reconnectent et ça se rebranche pas mal. Et à d'autres moments, ben voilà, ça se fait un petit peu moins bien ces reconnexions. Et donc du coup, ça peut être soit insensible à certains endroits de ta cicatrice, tu sens plus trop, voilà, au niveau des sensations. Ça c'est juste après
la césarienne en général, mais quand il y a une grossesse derrière, même si ça fait 7 ans, bah, du coup ta cicatrice elle retravaille un petit peu. Il faut bien t'imaginer que derrière ta cicatrice, on imagine la peau avec la cicatrice, et là il y a l'utérus, tu as quand même des adhérences. C'est-à-dire que quand on ouvre chirurgicalement et qu'on referme, après tu peux avoir des espèces, t'imagines comme des petites membranes en fait qui se créent là où enfin, normalement il ne devrait pas y avoir ces membranes. Donc ça tiraille un petit peu. Plus l'utérus prend de l'ampleur, plus si tu as des contractions, si bébé bouge, ça peut tirailler à cet endroit-là. Donc voilà. Est-ce que c'est normal donc que tu as cette sensation étrange? Donc je l'explique comme je viens de te le dire. Et c'est un peu endolori. Voilà, pour moi c'est tout à fait logique par rapport au fait que ce soit une cicatrice et que la cicatrice en plus est tiraillée du fait que l'utérus, bah forcément il a pris de la place, il grossit, il réagit, il se contracte, le bébé bouge. Ça me paraît complètement normal et logique. Après, il ne faut pas que ce soit douloureux normalement. Mais voilà. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Je ne compte pas allaiter. Comment stopper la montée de lait? Alors, la montée de lait se fait normalement quand il y a stimulation. S'il n'y a pas de stimulation, pas de montée de lait. Ça, c'est normalement comme ça que ça fonctionne. Hein. Mais il y a des femmes qui sont bien imprégnées d'hormones, plus que d'autres, et qui vont faire une montée de lait du feu de Dieu alors qu'il n'y a pas eu de stimulation. Alors, il y a l'homéopathie qui peut soulager. Les médicaments classiques, en fait, qu'on donnait avant, on ne les donne plus parce qu'il y a énormément d'effets secondaires, donc on a arrêté de faire ça. Ensuite, on peut te soulager quand même avec les trucs classiques. Même pour les femmes qui allaitent, on leur propose la même chose. Donc, on va quand même essayer, parce que c'est une inflammation hein, des vaisseaux sanguins, la fatigue. Donc, c'est bien dur, bien chaud, bien gonflé. Donc, on va essayer de drainer. Donc, on fait des massages drainants. On met des cataplasmes d'argile. Ça fait du bien. On peut mettre aussi des gantolettes, tu sais, qu'on pose et qui sont froids, bien frais. Parfois le chaud ça soulage aussi un petit peu, alors ça va dépendre. Ça va dépendre un peu des mamans. Cataplasme d'argile ça marche bien quand même. Et les drainages de toute façon. Voilà, ça dure pas très longtemps, mais voilà, des fois c'est un petit peu difficile. Mais bon, en homéopathie, ça peut être bien. Essaie de te prendre les petits remèdes homéopathiques pour couper ça. Après, tu as aussi les feuilles de chou. Oui, je fais du chou. Les feuilles de chou qui peuvent soulager, qui diminuent l'inflammation aussi. Donc, en fait, on prend un chou que tu achètes dans ton marché. Voilà, tu prends un chou, tu prends feuille par feuille, tu les laves et tu les mets au congélateur. Et après, tu prends une grosse feuille que tu appliques sur le sein. Et ça permet, alors pas trop congelé, hein, faut pas parce que sinon ça va te brûler la peau. Hein, tu attends un petit peu, tu le places pour que ce soit bien froid sur le sein. Et en fait, c'est décongestionnant, etc. C'est génial aussi, hein, le chou, hein, vraiment top. Et jusqu'à ce que la feuille soit chaude et un peu flétrie, tu l'enlèves et tu rechanges. Mais ne t'inquiète pas, tu ne seras pas seule. La sage-femme, l'auxiliaire de puériculture, tout ça, elles vont t'aider à gérer. En homéopathie, tu peux déjà te faire prescrire les remèdes. Bébé et la tête en bas, peut-il se retourner à 32? Oui, il peut se retourner encore, les petits coquins. Des fois, ils nous font des petites surprises, ils peuvent se retourner quasiment jusqu'au dernier moment. Des fois, quand ils ont la place, ils nous font des saltos jusqu'au dernier moment. Mais bon, quand ils ont la tête en bas en général, la plupart du temps, ils restent la tête en bas, puisque la tête, c'est la partie la plus lourde du corps. Et donc, par effet de pesanteur, hein, la tête va vers le bas. C'est pour ça d'ailleurs que les bébés ont la tête en bas, simplement. Merci, me dit Audrey. Ça ne fait pas mal, mais c'est rassurant. Oui, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. Pour la cicatrice de césarienne, c'est ok. Argile, ça se trouve où et laquelle? Tu peux prendre de l'argile verte en poudre ventilée. Mais voilà, si tu as des tubes d'argile dans tes placards, tu peux les prendre aussi. Voilà. C'est juste que l'argile verte ventilée, tu fais un peu ta tambouille. Et c'est plus économique aussi que les tubes où la pâte, au final, il n'y en a pas beaucoup dedans. Donc tu peux acheter ça quasi partout maintenant. Je pense qu'ils en vendent même dans les supermarchés, magasins bio, pharmacie, tu trouves ça partout. L'argile verte en poudre, tu mets ça dans un bol, tu mets un petit peu d'argile, tu mélanges avec de l'eau, tu touilles pour que ça fasse une bonne pâte. Et ensuite, il faut prendre une compresse
comme les compresses stériles classiques là. Tu l'ouvres bien et tu étales ton argile en fait assez épaisse et tu viens placarder en fait sur le sein. C'est bien aussi pour le périnée d'ailleurs. Voilà. Si des fois c'est un petit peu fort l'argile verte, donc ça marche aussi avec l'argile blanche, notamment pour le périnée si jamais ou le cordon ombilical. Enfin, il y a plein d'utilités avec l'argile. Moi, j'utilise beaucoup. Ça fait 6 semaines que bébé a la tête en bas pourvu que ça dure. Bah oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais après, s'ils sont capables de se retourner, c'est qu'ils sont capables de se retourner. Donc, bon, faut pas trop stresser non plus. Voilà. Il y a pas de souci. Hop là. Est-ce que j'ai loupé une question? J'espère pas. Après, pour les césariennes, on a toujours un petit peu peur pendant le travail. On surveille un petit peu plus, par rapport à ça, que la cicatrice de l'utérus soit bien solide, entre guillemets, qu'il n'y ait pas de souci. Mais en général, au bout de 7 ans, c'est rare quand on a un problème. C'est surtout quand les grossesses sont rapprochées, par exemple. Où là, c'est un peu, la cicatrice de césarienne est quand même un peu jeune et donc il y a un petit peu plus de risque qu'elle tienne pas bien. Mais après, on va surveiller quand même un petit peu plus à ce niveau-là. Mais pas d'inquiétude, il y a des signes, on sait comment faire, comment surveiller, etc. Donc voilà. Et en général, c'est quand on a une césarienne déjà, on ne peut pas être déclenché au risque justement que la cicatrice ne tienne pas, puisque c'est des hormones de synthèse qui font que les contractions sont beaucoup plus dures, beaucoup plus costauds et pas naturelles, donc il y a plus de risques quand même. Donc en général, on essaie que le travail soit pas trop long et pas de déclenchement pour des antécédents de césarienne. Voilà, ça c'est le truc classique. On peut faire de la route jusqu'à quand? Mes parents habitent à 1h30 de chez moi. Tu peux faire de la route tout au long de ta grossesse à partir du moment où tu t'écoutes bien et que tu écoutes bien ton corps. Et que tu fais des pauses. Voilà. Bon alors 1h30 du coup, moi en général quand le trajet est long et que je dis à la maman d'essayer de faire des pauses plus ou moins toutes les heures pour s'allonger sur la banquette arrière, relever les jambes, s'aérer, marcher un petit peu, se détendre, voilà, pour pas rester assise tout le temps avec les vibrations et puis pour bouger un peu les jambes, etc. 1h30 ça se fait très bien. Ne t'inquiète pas. Si tu as des contractions par contre et que c'est pas top, et suivant le terme où tu en es, je dirais que si tu as vraiment peur, non en fait si tu as vraiment des contractions où tu risques d'accoucher, tu prends pas la route du tout. Hein. Et si tu sens que ton utérus réagit un petit peu, tu fais plein de pauses. 1h30 c'est pas énorme. Pas de problème. Tu te reposes bien. Si tu as vraiment un doute, tu peux demander à prendre un peu d'homéopathie, voire du spasfon en prévention. Le spasfon, c'est un antispasmodique pour éviter les contractions utérines. Donc, au pire, si t'es vraiment angoissé. Mais bon, normalement non. Il n'y a pas de problème. Des petites pauses, quoi. Je bois, hein. Un petit coup. Est-ce que j'ai loupé? Voilà, mais je redis, à partir de 37 semaines d'aménorrhée, on peut accoucher n'importe quand. Donc c'est vrai que c'est rassurant quand on est à 37, mais il faut pas se cloîtrer chez soi parce qu'on est enceinte. Hein. Au contraire, ça fait du bien d'aller voir du monde et de faire des trucs, donc profitez. Un accouchement après césarienne, yes! Ah là là, si vous saviez, j'ai fait des magnifiques accouchements après des mamans qui ont eu des césariennes et qui stressaient parce que, évidemment, il y a des discours des fois terribles. Oui, si vous avez une césarienne, vous aurez forcément une césarienne ou sans forcément une péridurale, forcément ci, forcément ça. Et en fait, non, c'est tout à fait possible d'accoucher très bien, super bien même, après une césarienne par voie basse et sans péri. Hein. J'en ai accompagné des magnifiques comme ça d'ailleurs. Je suis à 8 mois plein le 4 juillet. Voilà, je te dis normalement, ne te stresse pas. Accouchement à domicile pour Audrey. La piscine est à éviter à ce stade de grossesse. Mais non.
Au contraire, en plus, il fait tellement chaud. Ah non, 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 profitez les filles, profitez. La rivière, la mer, le lac, la piscine. Allez-y, profitez, il fait trop chaud en plus. Non, non, il n'y a pas besoin d'éviter. Est-ce que je peux faire de la voiture pendant 5-6 heures? Oui, oui, oui. À nouveau, je redis oui. Tant que vous faites bien des pauses régulières, que vous écoutez bien votre corps, si vous sentez que vous réagissez trop, que vous êtes fatigué, de faire des bonnes coupures. Si par exemple, vous faites 1 heure de voiture, vous sentez l'utérus qui est dur, vous n'êtes pas bien, ben écoutez, faites une bonne pause, allongez-vous dans l'herbe, à l'ombre, détendez-vous, et même si vous mettez 12 heures au lieu d'en faire 6, eh ben, pas grave. Le trajet, le voyage, c'est aussi des vacances. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et puis quitte à faire une pause, carrément, une vraie pause, même dormir une nuit quelque part. La sage-femme m'a dit que dans 15 jours, je pouvais accoucher sans risque. Je ne serai pas à 37 semaines de ménorrhée. Ils ont donné du Spasfon, de Doliprane, à prendre même sans douleur pour reposer l'utérus. Du Doliprane? Première fois que j'entends ça. Hein. Le Spasfon est utile, le Doliprane ne repose pas l'utérus. Non, non, non. Pas du tout. Et le Spasfon, oui, tu peux le prendre. Tu peux aller à 2 comprimés matin, midi et soir. Hein, je suppose que c'est ce qu'elles t'ont dit de faire. Ou en tous les cas, ça c'est la dose entre guillemets maximale. Hein, 2 comprimés matin, midi, soir. Doliprane, je vois pas l'intérêt en fait. Oui, alors tu seras pas à 37 semaines dans 15 jours. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs degrés de prématurité. Donc effectivement, il y a en dessous de 32 semaines, de 32 à 34 semaines, de 34 à 37. Quand on arrive au deuxième palier, entre 34 et 37, on est moins stressé parce que le bébé est plus gros, parce que il a plus de chances au niveau de ses poumons de ne pas avoir de difficultés à respirer à la naissance, etc. Mais réellement, concrètement, c'est à partir de 37 semaines où le bébé a le plus de chances de bien s'adapter à la vie aérienne, de bien s'adapter à sa nouvelle vie. Mais voilà, quand on passe le cap des 34 semaines d'aménorrhée, on est quand même content parce que voilà, bébé est un peu plus gros, il y a tous les réflexes de succion, tout ça, la maturité du bébé forcément évolue au fur et à mesure de la grossesse, donc on passe un cap à 34 semaines d'aménorrhée. Pour autant, l'idéal c'est quand même de passer ces fameux 37. Après, voilà, bon, c'est des stades, c'est des paliers en fait. Voilà, en dessous de 32, à partir de 34, 37. Donc plus tu montes les paliers, mieux c'est quand même. Samantha, après 2 césars rapprochés, je suis à nouveau enceinte de mon 3e après 9 mois et demi. Vais-je avoir une césar? Ah ouais, c'est rapproché. En général, on conseille au moins 12 mois entre une césarienne et la grossesse d'après. C'est rapproché quand même. C'est rapproché. Disons qu'on va être en... Alors, pas forcément une césarienne, même si 2 césariennes, ça commence à faire. En fait, on appelle ça des utérus bicicatriciels, donc 2 césariennes, qui sont un peu plus à risque parce que l'utérus est plus fragile. Et donc, il va supporter un petit peu moins des contractions qui seront très fortes et surtout très longues dans le temps. Donc, quand on a déjà 2 césariennes à son actif, l'équipe médicale va moins accepter que le travail dure longtemps et va être extrêmement vigilant à ce que la cicatrice bouge pas et qu'elle tienne bien. Et comme c'est très rapproché, j'avoue que là, il y a pas mal de choses qui penchent plutôt pour la césarienne. Je pense que ça se tente quand même d'essayer une voix basse. Je ne sais pas pourquoi tu as eu 2 césariennes. Et donc, est-ce que c'est des césariennes en urgence ou des césariennes itératives, entre guillemets? De toute façon, si c'était forcément des césariennes programmées, c'est qu'il y avait quelque chose. Donc, t'échapperais pas à une 3e césarienne. Je pense que c'est en urgence, du coup. Compliqué.
Là, j'avoue, c'est un peu plus chaud. La surveillance va être plus importante et ils vont être moins tolérants dans le temps. Ils vont préférer jouer la carte de la prudence, ce qui est logique. Peut-on s'exposer au soleil durant la grossesse? Oui et non. En fait, oui, tu peux aller au soleil, mais il faut faire quand même attention parce que comme tu es imprégné d'hormones, on risque d'avoir un masque de grossesse. Et je sais qu'il y a récemment l'une d'entre vous qui m'a dit qu'elle et m'a envoyé une photo. En fait, le masque de grossesse, c'est une délimitation où la peau est plus foncée. Donc on a l'impression qu'on a un bronzage, mais c'est délimité. D'ailleurs, moi, j'en ai eu un aussi, comme quoi. Pourtant, j'étais tout le temps à l'ombre, mais... Après, on a des peaux qui sont plus ou moins claires et on réagit plus ou moins fort. Mais donc du coup, il vaut mieux protéger à fond ton visage si tu veux pas avoir le masque de grossesse. C'est pas très esthétique et ça dure même des mois après la naissance. Donc il faut éviter d'exposer trop ton visage. Donc des chapeaux, des grandes visières, masques, lunettes, l'ombre, etc. Mais voilà, après c'est des précautions comme n'importe qui d'autre pour faire attention à ta peau simplement et éviter de prendre des risques par rapport à ta peau. Mais voilà, pour la grossesse, en fait c'est pas gênant, c'est juste que esthétiquement parlant tu risques un masque de grossesse. Voilà, après les précautions, je le redis, mais bon c'est important quand même, le soleil peut être très néfaste pour la peau, vous le savez, pour tout à chacun. Donc faire gaffe quand même. Pour l'histoire de la grosse tête, la mater me fait un monitoring, etc. Est-ce que c'est normal en juillet? Les monitorings, en fait, on en fait souvent le dernier mois de grossesse. Donc c'est pas parce que c'est pas parce qu'on estime que bébé a une grosse tête qu'on te fait des monitorings. C'est parce qu'à la fin, le dernier mois de grossesse en général, ce qui n'est pas forcément utile d'ailleurs, hein, mais certaines structures, certaines maternités demandent à ce qu'il y ait un monitoring une fois par semaine le dernier mois. C'est une question d'habitude. C'est pas forcément utile, mais c'est des protocoles en fait. Et c'est d'une maternité à une autre, c'est pas la même chose. Il y en a qui font pas du tout de monito, il y en a toutes les semaines. Mais ça n'a rien à voir avec ton bébé normalement. Et s'ils t'ont dit que c'était en rapport avec ça, bah ça n'a aucun rapport. C'est juste pour vérifier le monitoring que bébé va bien et le rythme du cœur et que si tu as des contractions, bah, on peut les voir sur le monito et voir aussi comment il réagit s'il y a une contraction. Mais voilà. Désolé, le portable zappe des mots. Ah, du coup, je sais pas si tu m'entends. De toute façon, vous pouvez revisionner la vidéo puisqu'elle est publiée après sur la page de la web télé d'Aurélie. Et donc, vous pouvez la revisionner. Je regarde l'heure. Il est 18h30. C'est déjà fini une heure. Waouh! Je prends les dernières questions et on s'arrête déjà. Waouh! Je leur ai dit que j'en prenais jamais tant que la douleur était supportable. Je me suis fait limite renvoyer bouler. Je suppose que tu parles du Doliprane et pour moi, ça n'a aucun intérêt de prendre du Doliprane. Par contre, le Spasfon, oui. Voilà. Le plus important, c'est que tu te reposes et que le Spasfon peut t'aider. Tu te détends et tu peux demander à une sage-femme de venir chez toi. Tu y as le droit. Les sages-femmes peuvent faire des consultations à domicile et c'est remboursé aussi par la Sécu. Il ne faut pas hésiter à solliciter les sages-femmes, vraiment, vraiment, vraiment. Moi, si vous saviez le nombre de kilomètres que j'ai fait pour aller voir les mamans à domicile, le nombre d'urgences que j'ai pris dans mon cabinet pour répondre même des fois à des petites questions petites, parce qu'en fait, c'était rapide pour moi de donner une réponse et que ça permettait d'enlever les angoisses très rapidement au lieu que ça fasse effet boule de neige. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à consulter. On est là pour vous. Je prends les dernières questions, après j'arrête les mamans. Clémentine, coucou Aurélie, pas enceinte, pas de troisième tout de suite. Ouh là là, mais j'adore suivre tes vidéos, très instructives, bravo. Merci, c'est trop gentil. Bonjour Aurélie, je suis enceinte de 39 semaines. D'aménorrhée, deuxième grossesse, j'ai accouché à J+2 pour mon premier. Est-ce que cela signifie que j'accoucherai nécessairement dans ces eaux-là pour mon deuxième? Mon gynéco, je lis pas la suite, attends voir, semble me dire que oui. Si dépassement de terme pour un premier, cela a tendance à se répéter pour les suivants, mais pourquoi? Merci Julie. En fait, comme je l'expliquais,
il y a beaucoup d'erreurs au niveau des datations de termes. Suivant tes cycles, s'ils sont courts ou s'ils sont longs. Et en fait, on fait des erreurs des fois énormissimes, hein, vraiment même des fois plusieurs semaines. Donc imaginez. Donc si tu as des cycles qui vont être par exemple très longs, bah, du coup ton ovulation, et c'est fait beaucoup plus tard que ce qu'on peut imaginer avec les mesures de l'écho qui fait énormément d'erreurs. Et donc du coup en fait tu n'étais pas vraiment à 41 semaines, mais tu étais à 41 semaines en fait quand on a à 41 plus 5 jours par exemple. À 41 plus 5 jours, la date qu'on t'a donnée, qui est 41 plus 5, réellement, concrètement, en fait, tu n'étais que à 41 semaines. Est-ce que tu comprends? Je me suis... Mais voilà, c'est pas... la date de terme est vraiment souvent erronée. Et ensuite, souvent pour un premier bébé, on va vraiment à terme. Et pour les autres, on accouche quand même plus tôt parce que simplement on fait peut-être un peu plus d'activité du fait de courir après le premier. Mais voilà. Après, je sais qu'il y a, oui, il y a des femmes qui vont tout le temps accoucher à 41 semaines plus 3 jours. C'est comme ça. Et il y en a qui vont tout le temps accoucher à 37 semaines. Mais je pense vraiment que il y a beaucoup d'erreurs de datation de terme suivant les... voilà, suivant les femmes, parce qu'on n'a pas les cycles toutes à 28 jours. Hein. Voilà, je crois que j'ai fini de répondre aux dernières questions. Oui, je m'attends donc, pas de soucis, merci. Merci pour tes vidéos, c'est génial, prends soin de toi, c'est gentil, merci beaucoup. Et la dernière... les sages-femmes ne se déplacent pas forcément sur la région Vaucluse, Avignon. Contente d'avoir pu assister au direct, merci pour tes réponses. Bah ouais, c'est fou, hein. Il y a des endroits où c'est plus difficile que d'autres. Coucou Aurélie, est-ce que tu penses que la lune a une influence sur l'accouchement? Je finirai sur cette question, après je vous embrasse très fort. Oui, la lune a une influence 2-3 jours avant, 2-3 jours après, pendant toute cette période, donc une semaine. La lune influence et ça c'est clair. Après, il faut juste que votre corps et votre bébé soient prêts. Mais du coup, s'il y a tout ça, plus la lune, alors là, suis-moi. Pour donner une petite anecdote pour finir, souvent les sages-femmes, quand on est fatigué, qu'on a fait 2-3 nuits d'affilée par exemple de garde, j'en ai déjà eu des collègues qui m'ont demandé de changer parce qu'il y avait la pleine lune qui arrivait et qu'elles étaient fatiguées de leur garde et donc du coup... un petit changement de garde pour se reposer. Je vous embrasse très fort les mamans, je suis très heureuse de partager ce moment avec vous comme d'habitude, c'est trop génial. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. Et voilà, je vous embrasse très très fort. Et à bientôt pour celles qui vont 2 événements organisés, Montpellier et Millau, pour se rencontrer en chair et en os. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, buvez bien de l'eau au frais à l'ombre. Bisous.